Bonjour, c'est Chris Esson. Dans la précédente vidéo, la numéro 62, j'ai expliqué les deux plus grandes découvertes de Nikola Tesla. D'abord, sa théorie dynamique de la gravitation, basée sur la présence d'un éther remplissant tout l'espace, théorie qui est en totale opposition avec les hypothèses de la relativité générale d'Einstein. Et ensuite, la mise en œuvre de l'électrogravité, basée sur des impulsions électriques asymétriques, de très haute intensité interagissant avec l'éther. Dans les kiosques, tu trouveras dans le numéro Top Secret de février-mars-avril mon article sur la physique de Tesla, qui explique comment retrouver, grâce à l'éther, les mêmes résultats que la métrique de Schwarzschild, solution des équations d'Einstein pour expliquer la cosmologie. Dans la vidéo 54, je démontre que l'éther apporte des explications simples à l'anomalie de vitesse des étoiles dans les galaxies spirales, à l'expansion de l'univers, ainsi qu'au principe d'équivalence entre masse inerte et masse pesante. Tu trouveras également sur ma chaîne une conférence où j'explique comment Tesla en est venu à découvrir la présence de l'éther et à consacrer toutes ses recherches à partir de 1892 à étudier les propriétés de l'éther. Aujourd'hui, grâce à l'éther, et en nous appuyant sur les cours de physique de Léon Le Cornu donnés à Polytechnique en 1916, nous allons continuer à apporter de nouvelles explications à trois mystères non résolus aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce que la masse ? Qu'est-ce que le champ magnétique? Qu'est-ce que l'interaction forte dans le noyau atomique? L'hypothèse qui était communément admise avant 1905 et la théorie de la relativité est la présence d'un éther qui remplit tout l'espace et qui sert de support à la transmission des ondes électromagnétiques. La vidéo 62 explique que la gravitation dérive de la densité d'énergie d'éther, ce qui signifie que la notion d'énergie potentielle et la notion d'énergie du vide sont en fait liées, parce que la première dérive de la seconde. La théorie de la relativité d'Einstein est une théorie purement mathématique, qui s'est affranchie de la notion d'éther physique. Bien qu'Einstein, dans un discours à l'université de Leyde en Hollande, le 5 mai 1920, ait reconnu que la présence d'un éther était finalement nécessaire. Pourtant, toute la physique moderne est bâtie en s'affranchissant de l'éther. Ainsi, la physique des particules imagine d'autres particules, les bosons, servant de médiateurs aux forces, comme des ballons que s'échangeraient les autres particules de matière, les fermions, pour transférer de l'énergie. Sans éther, la physique est incapable d'expliquer la transmission des ondes électromagnétiques, et l'unification des différents domaines de la physique reste à accomplir. Aujourd'hui, chaque branche de la physique se voit contrainte d'ajouter un champ d'énergie remplissant l'espace. La cosmologie l'appelle l'énergie noire, qui aurait malgré tout une densité très faible de l'ordre de 10 puissance 9 joules par mètre cube. La physique quantique l'appelle l'énergie du point zéro, mais là, la densité serait phénoménale, de l'ordre de 10 puissance 113 joules par mètre cube. La physique des particules introduit désormais le champ de Higgs, avec le fameux boson de Higgs, qui donnerait sa masse aux particules. Toute la question est donc de savoir quelle est la densité de cette énergie du vide. Est-elle très faible, comme l'imagine la cosmologie, ou au contraire très forte, comme le suggère la physique quantique? Écoutons ce que dit Étienne Klein à propos du champ de Higgs. Et puis en fait, il y a trois jeunes physiciens, qui ont de façon indépendante la même idée pendant l'été 64. Les deux premiers s'appellent François Englert et Robert Brout. Et puis de façon indépendante, un physicien écossais qui travaille tout seul, qui s'appelle Peter Higgs, écrit un papier en août 1964. Là, ces physiciens vont reprendre ce type d'argument pour dire peut-être que les équations du modèle standard qui disent que les particules élémentaires ont une masse nulle ont raison. Peut-être qu'il est vrai que les particules élémentaires ont une masse nulle. Et nous qui pensons que ce n'est pas le cas, peut-être nous nous trompons depuis très longtemps sur l'interprétation de ce qu'il faut appeler la masse. Peut-être que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ces gens vont supposer que le vide, ce qu'on appelle le vide, donc l'espace vide si vous préférez, contient en tout point de l'espace un champ un peu comme un champ de température, qui a une valeur en tout point. Et en l'occurrence, le champ en question s'appelle le champ de Higgs.
On l'a appelé du nom du physicien écossais que je viens de citer, le champ de Higgs, qui est un champ scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'il est très simple, il est décrit par un nombre scalaire, comme un champ de température. Il est partout présent dans l'espace. Et ils imaginent que les particules de masse nulle, qui sont toutes de masse nulle, comme le dit le modèle standard qui a raison, toutes les particules de masse nulle interagissent avec le champ plus ou moins fortement. Et c'est le couplage qu'elles ont avec le champ qui détermine leur masse. Nous voyons qu'elles ont une masse ou une inertie. On a l'impression que c'est elles-mêmes qui possèdent cette inertie et cette masse, alors qu'en fait, elles résultent de leur interaction. C'est comme si les particules se frottaient au vide. Alors cette image est évidemment à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas un frottement, c'est un couplage, comme on dit, il n'y a pas de dissipation. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ce qu'on appelle la masse, c'est simplement une mesure du couplage que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ. La masse d'un objet se manifeste lorsqu'il est soumis à une accélération ou à un champ de gravitation, ce qui revient au même d'après le principe d'équivalence masse pesante, masse inerte. Et justement, le cours de physique de Polytechnique nous explique au paragraphe 678 qu'un corps accéléré dans un fluide parfait avec une pression P homogène subit une augmentation apparente de sa masse, proportionnelle à la densité du fluide et à un coefficient propre à la forme du corps. Donc le champ de Higgs, cher aux physiciens des particules, n'est autre que le champ de pression d'éther, et le boson de Higgs encore une vision de l'esprit. Continuons à explorer ce cours de physique de Polytechnique, au chapitre de la mécanique des fluides appliquée aux tourbillons. Il faut savoir que la physique ne sait pas expliquer ce qu'est une ligne de champ magnétique. Mais la théorie de l'électromagnétisme dit que le champ magnétique B est dû au tourbillon d'une certaine entité A, qu'on appelle le potentiel vecteur, selon la formule B égale rotationnelle de A. Une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique est déviée perpendiculairement au champ magnétique par la formule F égale QV vectoriel B, effectivement comme si elle avait été entraînée dans un tourbillon. J'ai déjà expliqué dans la vidéo 62 que le champ A représente le moment cinétique quantique de la cellule d'éther. On sait aussi qu'une ligne de champ magnétique reboucle sur elle-même, éventuellement à l'infini. Eh bien, c'est exactement ce qu'explique le paragraphe 659 pour les tourbillons, dans un fluide parfait. Une ligne de champ magnétique serait donc un tourbillon d'éther. Venons-en enfin à l'interaction forte au sein d'un noyau atomique. Là encore, la physique a du mal à expliquer simplement comment deux particules chargées comme les protons peuvent rester collées dans un noyau, malgré une force de répulsion gigantesque. Calculons tout d'abord la force de répulsion électrostatique entre deux protons du noyau, supposés jointifs. Le rayon du proton est de 0,87 fentomètres, la charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et la distance entre centres de deux rayons. Cela nous donne une force de répulsion de 76 newtons, soit pas loin de 8 kg. Wikipédia nous dit que l'interaction forte est 100 fois plus élevée que la force de répulsion électrostatique, donc environ 7600 newtons, mais ne s'exerce qu'à une distance de 1 fentomètre, c'est-à-dire quand les particules sont au contact. Supposons maintenant que ces deux protons soient dans un champ de pression, et que leur surface de contact soit d'environ un quart de rayon, où la pression d'éther extérieure ne peut plus s'exercer. Quelle est la pression qu'il faut pour avoir cette force de 7600 newtons sur une surface de contact d'un rayon de 0,22 fentomètre? Il faut une pression de 5 10 puissance 34 newtons par mètre carré, c'est-à-dire une densité d'énergie de 5 10 puissance 34 joules par mètre cube, car une densité d'énergie et une pression, c'est pareil. Ok, c'est un chiffre énorme, mais encore bien loin de la densité d'énergie du point zéro de la physique quantique. On peut aussi calculer la densité d'énergie du proton par la formule E égale mc2 rapportée à son volume. Eh bien, accroche-toi, on trouve là encore 5 10 puissance 34 joules par mètre cube. Ça paraît dingue, mais quand on y pense, c'est tout à fait logique. Si le vide était vraiment vide, on peut se demander comment ferait la particule pour ne pas exploser. Donc tout porte à croire que l'écart de pression d'éther entre l'extérieur d'un proton et l'intérieur d'un proton est de l'ordre de 5 10 puissance 34 joules par mètre cube, et que l'interaction forte n'est qu'une confirmation de l'existence de l'éther.
Tu dois te demander si cette pression existe vraiment, pourquoi alors on ne la sent pas? Eh bien, c'est comme pour l'air. Notre corps subit en permanence une pression de 15 tonnes. Oui, 15 tonnes, mais on ne ressent rien. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne en attendant. Bye bye!